remercie énormément le comité d'organisation de m'avoir invité pour assister au 8e journée de médecine libérale de Kourouan. Donc, on va présenter les HTA avec ces nouvelles recommandations. Donc, les nouvelles recommandations sont celles de l'ESC 2024. Donc, comme connaît tout le monde, l'hypertension artérielle est une maladie en pleine expansion démographique, mais on a remarqué une dégradation du contrôle tensionnel dans le monde. Donc, pour la première fois, les guidelines, les recommandations de l'ESC 2024 ont insisté sur l'hypertension artérielle et sur l'élévation de la pression artérielle. Donc, et la prise en charge doit être centrée sur le risque cardiovasculaire global du patient et non pas uniquement sur le chiffre tensionnel. Donc, comme connu tout le monde, donc l'hypertension, c'est le premier tueur dans le monde. C'est la première cause de mortalité et de maladies cardiovasculaires. Donc, en 2025, on a plus que de 1,6 milliard d'hypertendus dans le monde. Donc, mais seuls 40% des hypertendus sont traités et 40% des hypertendus atteignent leur cible thérapeutique. Donc, passons pour les nouvelles recommandations. Donc, la classification et définition. Donc, la définition de l'hypertension artérielle, c'est la même. Donc, elle est définie par une pression artérielle supérieure ou égale à 140 sur 90 mm de Hg. La nouvelle recommandation, c'est, on a insisté sur l'élévation de la pression artérielle. Donc, lorsque la pression artérielle systolique entre 120 et 139 mm de Hg, et la pression artérielle diastolique entre 70 et 99. Donc, c'est une nouvelle entité dans les recommandations. Donc, ces mesures correspondent aux mesures à la consultation médicale. Donc, on a aussi donc, les valeurs lorsque la mesure est faite à domicile. On a toujours la pression artérielle non élevée, élévation de la pression artérielle et la définition de l'HTA. Donc, les seuils de l'ESC sont différents de ceux de la société américaine, de cette définition de la société américaine. Donc, on a les différents seuils. Donc, notre base pour le traitement, c'est l'ESC, donc c'est les recommandations européennes. Sans les mesures de la pression artérielle, les différentes définitions sur les automesures et les mesures ambulatoires avec le MAPA, on a toujours trois entités, pression artérielle non élevée, élévation de la pression artérielle et l'HTA. Donc, les recommandations ont insisté également sur les manières et comment on fait la pression et la mesure de la pression artérielle. Donc, la mesure de la pression artérielle en consultation doit respecter certains standards pour être fiable et reproductible. Donc, il faut respecter une position assise de 5 minutes, un environnement calme, un brassard qui est validé et les mesures doivent être répétées au moins 3 fois et moyennées aussi. Donc, il faut toujours rechercher une hypotension orthostatique. Il faut mesurer la tension entre les deux bras afin de rechercher une éventuelle différence entre les deux bras. Et il faut aussi rechercher une éventuelle arythmie et la fréquence cardiaque aussi. Il faut toujours palper les pouls. Donc, un petit schéma qui résume les différents protocoles qu'on doit respecter lors de la mesure de la pression artérielle dans le cabinet, au cabinet médical. Donc, la mesure après 5 minutes assise confortablement dans un environnement calme. Donc, utiliser un appareil validé avec une taille de brassard adaptée. Donc, placer le brassard du tensiomètre à la hauteur du cœur. Donc, il faut mesurer la pression artérielle 3 fois et moyenner les différentes mesures, surtout les 2 dernières mesures. Il faut opter avec une mesure supplémentaire s'il y a une différence entre les 2 bras. Donc, il faut mesurer la pression artérielle des 2 bras et il faut enregistrer aussi la fréquence cardiaque et rechercher une éventuelle hypotension orthostatique. Donc, passons pour les recommander en cas de suspicion d'HTA ou bien d'hyperpression artérielle. Il faut donc le diagnostic doit être confirmé par automesure ou mesure ambulatoire. Donc, les différents protocoles, les différentes astuces à faire lors de la mesure de la pression artérielle à domicile. Donc, il faut utiliser toujours un appareil de mesure qui est validé. Il faut mesurer la pression artérielle dans un endroit calme après 5 minutes de repos. Donc, il faut réaliser au moins 2 mesures. Il faut réaliser des mesures matin et soir.
Et il faut enregistrer la moyenne des fréquences cardiaques. Pour la mesure ambulatoire avec la MAPA, il faut utiliser toujours un appareil qui est validé. Donc, l'appareil doit enregistrer avec des intervalles de 15 à 30 minutes pendant le jour et de 30 à 60 minutes pendant la nuit. Donc, un minimum de 70 d'enregistrement de pression artérielle doit être validé. Donc, en plus, il faut noter l'activité du patient. Donc, le patient doit nous mentionner sur ses différentes activités au cours de la journée. Donc, il y a toujours des avantages et des inconvénients pour l'automesure et la mesure ambulatoire de la MAPA. Donc, la MAPA va nous fournir plus d'informations sur les pics matinales, sur la variabilité de la pression artérielle. Donc, nous, les cardiologues, préfèrent toujours le MAPA parce qu'elle nous fournit plus d'informations. Mais l'inconvénient, c'est le coût par rapport à l'automesure. Après, la mesure de la pression artérielle, c'est que la nouvelle recommandation insiste sur l'évaluation du risque global du patient, le risque cardiovasculaire. Donc, ce sont des scores qui sont validés, qui sont inclus dans les nouvelles recommandations. On a le score 2 validé pour les patients entre 40 et 69 ans et le score 2 pour les sujets âgés. Il y a aussi le score 2 diabétique, c'est les patients qui sont diabétiques. Donc, il faut toujours calculer le risque global chez le patient. Donc, le bas risque, c'est le score, il est inférieur à 5%. Un risque modéré, c'est le score de risque, il est entre 5 et 10%. Un haut risque, chez le score, il est entre 10 et 20%. Et le patient, il est classé à trop et haut risque cardiovasculaire, c'est si le score dépasse 20%. Donc, un exemple des scores utilisés pour classer le risque global du patient. Donc, il faut toujours aussi rechercher les facteurs de risque cardiovasculaire majeur. Donc, ce sont les atteintes d'organes cibles qui vont modifier le risque du patient. Donc, l'atteinte des organes cibles, on doit chercher une insuffisance rénale moyenne à chronique, une maladie cardiovasculaire, une insuffisance cardiaque, le diabète type 1 ou 2 avec haut risque, et une hypercholestérolémie familiale ou bien un risque évalué supérieur à 10%. Ce sont les facteurs qui placent les patients directement un patient à haut risque cardiovasculaire. Après, donc, il faut aussi rechercher les modificateurs du risque cardiovasculaire. Donc, surtout chez les patients à risque intermédiaire, elle va classer le patient à haut risque. Donc, les modificateurs du risque cardiovasculaire, ce sont surtout chez la femme les complications gravidiques tels que le diabète gestationnel, l'hypertension gravidique, le prééclampsie, l'accouchement prématuré, les fausses couches. Donc, ce sont des modificateurs de facteurs de risque. L'existence des maladies auto-immunes ou inflammatoires, les antécédents familiaux d'atteinte d'athérosclérose prématurée, les conditions socio-économiques précaires, l'existence d'une maladie mentale ou bien l'origine ethnique dite à haut risque telle que l'Asie du Sud. Donc, cette évaluation du risque global nous va aider pour la stratégie de dépistage de l'HTA. Donc, un dépistage opportuniste tous les 3 ans chez les patients inférieurs à 40 ans sans facteur de risque. Mais chez les patients, dès que le patient atteint les 40 ans avec des facteurs de risque faibles ou modérés, donc le dépistage de l'HTA doit être tous les ans. Et chez les patients avec une pression artérielle élevée, donc il faut avoir un dépistage annuel. Et si à haut risque cardiovasculaire, il faut confirmer, il faut rechercher et confirmer l'HTA avec une mesure ambulatoire. Donc, c'est la stratégie de dépistage. Donc, supérieur à 40 ans. Donc, si le patient a une pression artérielle inférieure à 120/70, donc c'est un chiffre qui sont normal. Donc, les chiffres, donc le patient supérieur à 40 ans, on va faire un dépistage tous les 3 ans. Si le patient supérieur à 40 ans, donc chaque an, donc il va faire le dépistage. Si le patient a une pression artérielle qui est élevée, donc il faut rechercher les facteurs de risque cardiovasculaire. Il faut calculer les scores. Donc, si le score il est élevé, ou bien si le score il est intermédiaire avec les modificateurs de risque, donc il faut confirmer il faut confirmer ou rechercher l'HTA à l'aide d'une mesure ambulatoire, surtout par la MAPA. Donc, le bilan initial, donc, il n'y a pas de grand-chose de modification. Donc, le bilan initial d'hypertension artérielle, donc, c'est l'hémoglobine glycée, c'est l'immunogramme sanguin, la créatinine et l'estimation de la débit de filtration glomérulaire.
c'est le rapport albuminurie sur créatinurie, la glycémie plus ou moins hémoglobine glyquée, un bilan lipidique, TSH, et bien sûr un sujet de dérivation. Donc, ce qui est nouveau dans les recommandations, donc on a inclus le dosage quotidien standardisé, le dosage de l'aldostérone et de l'arénie. Donc c'est une nouveauté concernant le bilan d'HTA. Elle est proposée dans l'EAC 2024. Donc, la prévalence, vu la prévalence importante du l'aldostéronisme primaire retrouvé dans 6 à 11% des hypertendus et l'impact de cette pathologie dans la prise en charge. Donc, ce qui est nouveau, c'est le dosage de l'aldostérone et de l'arénie. Donc, il y a aussi des examens optionnels, c'est cas par cas, afin de rechercher l'atteinte des organes cibles. Donc, passant pour la prise en charge et comment prendre en charge l'hypertension artérielle. Donc, commençons par les règles hygiéno-diététiques. Donc, il faut toujours insister sur la restriction du sel, restriction du sodium. Donc, l'apport de sodium doit être inférieur à 2 grammes par jour. Ce qui est nouveau dans les recommandations, c'est l'apport en potassium. Donc, on a insisté, c'est apport riche par des aliments en potassium ou bien la substitution par un sel enrichi en potassium. Donc, il faut avoir toujours un équilibre alimentaire avec un régime, surtout un régime méditerranéen, et éviter l'apport du sucre. Donc, il faut toujours, dans la prise en charge de l'hypertendu, il faut insister sur les règles hygiéno-diététiques. En plus du régime, il faut toujours insister sur l'activité physique. L'activité physique doit être régulière, modérée, doit être vigoureuse et intense. Donc, le stade d'initiation du traitement, quand on doit donner les médicaments aux patients, donc en cas d'hypertension artérielle confirmée, donc l'instauration immédiate d'un traitement antihypertenseur indépendamment du risque cardiovasculaire du patient. Quand il intervient, la prise en charge dépend du facteur de risque, surtout une nouvelle entité dans les recommandations de l'ESC, c'est le patient qui a des chiffres tensionnels qui sont élevés. Il y a une pression artérielle qui est élevée entre 130 et 139. Donc, chez les patients classés à haut risque ou bien à très haut risque, donc il faut débuter un traitement antihypertenseur si les chiffres restent élevés malgré 3 mois de mesures hygiéno-diététiques. En cas d'hypotension, ou bien chez les sujets fragiles, ou bien les sujets très âgés, il est recommandé de ne traiter que les situations d'hypertension. Donc, les situations d'élévation de la pression artérielle, on ne peut pas les traiter à cause du terrain qui sont fragiles. Donc, les cibles thérapeutiques. Donc, les nouvelles recommandations insistent que les cibles thérapeutiques doivent être 120, 129 de systolique et 70 et 79 de diastolique chez tout le monde. Idéalement, 120 sur 70 si la tolérance le permet. Donc, c'est un cible thérapeutique qui est commun chez tout le monde, donc avec des cibles qui sont très exigeantes. Pour les patients qui sont à espérance de vie limitée ou bien les sujets qui sont très âgés, au cas de suspicion d'hypotension, donc les objectifs de contrôle tensionnel sont moins stricts avec un cible inférieur à 120, 140 sur 90 mm de Hg. Donc, passons pour le traitement médical. Donc, l'algorithme de prise en charge de l'hypertension artérielle est globalement maintenu par rapport aux précédentes recommandations. Donc, il y a une indication d'emblée de bithérapie fixe associée à un bloqueur du système rénine-angiotensine, un inhibiteur calcique, avec un inhibiteur calcique ou un diurétique thiazidique. Donc, la monothérapie uniquement peut être indiquée chez les patients très âgés avec fragilité gériatrique modérée à sévère, en cas de suspicion d'hypotension orthostatique, ou bien chez les patients avec une seule élévation de la pression artérielle. Donc, le contrôle doit se faire au bout de 1 à 3 mois, idéalement au bout de 1 mois. Si le contrôle n'est pas atteint, on passe à la trithérapie. Mais la trithérapie à mini-dose, et on évalue au bout de 1 à 3 mois. Si le contrôle n'est pas atteint, donc on passe à la trithérapie à pleine dose. Donc, si possible, en un seul comprimé. Donc, il faut toujours recommander la surveillance de la pression artérielle par des mesures ambulatoires. Donc, c'est un schéma qui est dans les recommandations. Donc, il faut commencer par la bithérapie. Le contrôle doit être suffisant de 1 à 3 mois.
si on n'a pas obtenu le contrôle, donc on passe à la trithérapie faible dose. Au bout de 1 à 3 mois, il faut recontrôler le patient. Donc, si on n'a pas, on n'a pas contrôlé les chiffres tensionnels, donc on passe à la trithérapie. Si on n'a pas trouvé un équilibre tensionnel et la pression artérielle reste élevée malgré la dose optimale d'un médicament en trithérapie, donc dans ce cas, on suspecte l'HTA résistante. Donc l'HTA résistante, elle est définie par une pression artérielle qui reste élevée malgré un traitement qui trithérapie contient un bloqueur du système rénine-angiotensine inhibiteur calcique avec un diurétique thiazidique avec des doses optimales. Donc, il faut toujours rechercher les causes de pseudo-HTA résistante. Donc, de pseudo-résistance telles que la mauvaise observance thérapeutique, le phénomène de blouse blanche ou bien l'inertie thérapeutique. On n'a pas donné les doses complètes des traitements prescrits. Donc, pour l'HTA résistant, donc pour les nouvelles recommandations, donc il faut référer le patient vers un centre qui est un centre expert pour mieux évaluer les pertes de l'HTA résistante. Il faut ajouter un spironolactone. Aussi bien, on peut ajouter le bêta-bloquant pour équilibrer les chiffres tensionnels, les alpha-bloquants, les traitements les traitements d'HTA centraux. Mais ce qui est nouvelle dans la recommandation de l'ESC 2024, c'est la dénervation rénale. Donc, la première fois dans les recommandations, la dénervation rénale est inclue dans la prise en charge de l'HTA résistante. Donc, la dénervation rénale, ce qui est nouveau dans les recommandations. Doit être envisagée dans des centres experts en cas d'HTA résistante chez les patients qui expriment des références pour la dénervation rénale, mais la discussion doit être partagée et une évaluation multidisciplinaire. Donc, on va faire quelques exemples des patients, population particulière pour la prise en charge de l'HTA. Donc, on va donner l'exemple de l'adulte jeune, donc l'adulte entre 18 et 40 ans. Donc, cette tranche d'âge n'est pas inclue dans les recommandations, puisque les scores de risque cardiovasculaire ne sont pas validés dans cette population. Mais l'HTA en augmentation dans cette population, vu la dégradation du mode de vie, l'obésité, les facteurs socio-économiques. Donc, il faut se méfier toujours des HTA secondaires dans cette population. Chez les obèses, il faut suspecter le syndrome d'apnée de sommeil. Et il faut toujours, dans cette population, se focaliser sur l'adhésion thérapeutique. Donc, on a remarqué que 50% chez cette population, que le patient ne prend pas ses médicaments. Donc, on a une incidence très élevée de l'inobservance thérapeutique. Donc, chez la femme enceinte, comme connu tout le monde, donc on a deux entités, soit l'HTA chronique, soit l'HTA gestationnelle. Donc, il y a des études dans la recommandation. Donc, par exemple, l'étude de Sharp Trial donc, a abattu l'idée de respecter une HTA légère chez la femme enceinte dans l'idée d'améliorer la perfusion placentaire, mais c'est néfaste pour la maman et le fœtus. Donc, on a confirmé l'avantage d'un traitement systématique de l'HTA s'il existe. Donc, les molécules indiquées en première intention sont les inhibiteurs calciques non bradycardisants, l'abitolol, bêta-bloquant et le méthyldopa comme traitement central. Donc, on peut avoir des mesures non médicamenteuses telles qu'une activité physique modérée et une hospitalisation chez les chiffres tensionnels sont élevés, donc c'est les prééclampsies. Donc, d'autres populations à risque particulières sont les sujets très âgés. Donc, il faut avoir toujours une évaluation gériatrique globale. Donc, il faut toujours se méfier du terrain fragile. Donc, il faut traiter, sauf si l'HTA est confirmée. Donc, il faut poursuivre le traitement s'il est bien toléré. Il faut envisager de diminuer les doses avec des molécules, avec autres molécules qui potentialisent l'effet hypotenseur, tels que les alpha-bloquants d'action prostatique et les sédatifs. Il faut se méfier car ils ont un effet hypotenseur. Et sur le plan pharmacologique, il faut privilégier les inhibiteurs calciques non bradycardisants d'action longue et les bloqueurs du système rénine-angiotensine. Il faut éviter les diurétiques et les bêta-bloquants. Donc, ce sont des résumés de différentes recommandations.
Donc, passons pour les messages clés. Donc, les traitements antihypertenseurs peuvent réduire le risque de maladies cardiovasculaires, mais même chez les patients qui ne sont pas traditionnellement classés comme hypertendus. Donc, l'utilité de la nouvelle entité, l'élévation de la pression artérielle. Donc, l'atteinte d'organes cibles suggère une HTA qui est longue, durée et sévère. Il faut toujours calculer le risque absolu de maladie cardiovasculaire. Donc, il faut évaluer le risque global de maladie cardiovasculaire et non pas se focaliser uniquement sur le chiffre tensionnel. Donc, en plus, l'un des changements les plus importants des recommandations, c'est insister sur l'abaissement des chiffres tensionnels. Donc, ils doivent avoir une cible qui est stricte chez tout le monde, si bien toléré, bien sûr. Donc, mais malgré les différentes recommandations, le taux de diagnostic, de traitement et du contrôle de la pression artérielle reste toujours sous-optimaux et la prise en charge doit être, on doit suivre les recommandations, mais la prise en charge et la décision thérapeutique doivent être toujours individualisées.